qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qu'est-ce que vous, qui n'êtes pas du domaine, vous devriez comprendre pour être capable de vous approprier la notion. Donc, si j'appuie là, ça fonctionne. Alors, pas de définition standard. Moi, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est qu'est-ce que ça n'est pas? Ben, ce n'est pas la plupart de ce qu'on nous raconte aujourd'hui dans le hype du moment. C'est pas de la magie et c'est pas de la science-fiction. Donc j'ai mis toute la... Vous verrez que parmi mes immenses qualités, le graphisme n'en est pas une. Hein. Donc, j'ai dit à Vincent, j'imagine que si vous vous souvenez des près de la présentation, ça sera peut-être parce que les images sont affreuses, mais elles parlent. Donc, on met la science-fiction là où elle appartient, on la remet là où elle a sa place. On oublie la poésie, même si ces algorithmes sont souvent très élégants quand on est du domaine. Et puis on se dit qu'avec ça, on doit aussi mettre de côté toute forme de personnalisation. Donc je vais y revenir, moi c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. On est en train de parler de technique, on est en train de parler d'une discipline scientifique, on fait de la science, puis on utilise des choses pour fabriquer des outils. Vous ne parlez pas de vos outils comme des amis ou des collègues ou des choses comme ça, donc c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. On va démonter la machine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? En fait, d'abord, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est né dans les années, disons, dans les années 50, puis qui s'est beaucoup développé dans les années 70, puis il y a eu le fameux hiver de l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, à l'origine, on nous a vendu ça comme la solution à tous nos maux, puis ensuite, ça marchait pas si bien que ça, donc c'est retombé dans l'oubli, puis c'est de nouveau la solution à tous nos maux. On a fait beaucoup de progrès. Pour autant, je ne pense pas qu'on soit dans le schéma d'une panacée, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc les systèmes basés sur l'intelligence artificielle, et non pas les IA, comme on nous inonde dans la presse et même parfois parmi mes collègues. Entre parenthèses, les IA, c'est comme si je vous disais les droits constitutionnels ou les biologies, enfin bref, vous m'avez compris, je pense. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système basé sur l'intelligence artificielle? Deux critères essentiels. C'est un système qui perçoit son environnement. Alors, pas au sens de nous, là, qui ressentons, mais au sens où c'est un système dans lequel on va rentrer des paramètres de description de l'environnement. Vous allez voir que c'est très très simple à comprendre comment ça fonctionne, et qui, en fonction de ça, va essayer de faire le meilleur choix dans un certain contexte. Alors, encore une fois, déjà, on entre dans qu'est-ce que c'est que le meilleur choix? C'est ça que je vais essayer de mettre en avant. Donc plein de domaines, la résolution de problèmes, représentation de connaissances, tout ce qui touche à un certain champ de la logique, bon, vision par ordinateur évidemment, robotique, traitement du langage naturel qui est, à mon avis, un domaine très très intéressant pour les juristes. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et puis bien sûr l'apprentissage automatique qui est aujourd'hui ce qu'on essaye de nous dire l'intelligence artificielle. C'est pas juste ça. Vous verrez aussi, si vous vous intéressez à la question, qu'on nous dit curieusement que certains problèmes qui étaient du domaine de l'intelligence artificielle autrefois, étant aujourd'hui réglés, n'en font plus partie. Alors, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que c'est comme si on disait que parce qu'on a démontré le théorème de Pythagore, c'est plus des mathématiques, pour moi. Peut-être un peu primaire, mais je ne comprends pas pourquoi on sortirait les problèmes résolus de leur champ de recherche. Bref. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique? Deux catégories spécifiques. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont des combinaisons de ces deux-là, qui ajoutent des choses, on pourra en parler après, mais je vais essayer de rester dans le champ de très très simple. Apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé. Je vais commencer par le non supervisé, parce que c'est celui dont je parlerai le moins. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage non supervisé? Je vous donne une grande quantité de données, peu importe dans quel domaine, et puis vous allez essayer de faire des petits groupes par affinité. Vous allez par exemple, je sais pas, moi je vous donne un énorme sac de jetons de couleurs, et puis vous, votre objectif c'est de trier les rouges, les bleus, les verts, etc. C'est ce qu'on a fait sur ce dessin. Des choix humains pour faire ça. Qu'est-ce qu'on définit comme distance entre les objets? C'est bien de mettre des objets ensemble, mais est-ce que vous allez mettre toutes les pièces rouges ensemble ou est-ce que vous allez mettre toutes les petites pièces ensemble? Les rouges, il y en a peut-être des grosses et des petites. Donc, en fonction de ce que nous, on appelle la distance entre les objets, vous allez fabriquer des groupes différents. Et ça, c'est un choix que vous allez faire. Ou que vous allez apprendre à faire en fonction de ce que vous observez. Et puis, en découle immédiatement la caractérisation de vos groupes. Qu'est-ce que vous cherchez dans vos groupes? Donc, ça aussi, c'est des choix qui sont faits par des humains.
Deuxième mode d'apprentissage, l'apprentissage supervisé. Donc ça, c'est l'apprentissage qui intéresse beaucoup aujourd'hui à peu près tout le monde. Il s'agit d'apprendre des choses avec un ensemble d'entraînements et un ensemble de tests. Comment ça marche? Imaginons, je vais prendre exprès un exemple qui ne fonctionnerait pas parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Imaginons que toute votre jurisprudence, vous soyez capable de l'étiqueter. Donc vous allez avoir des étiquettes un peu complexes parce que si elles sont trop simples, c'est pas drôle. En disant, voilà, ce cas représente tel contexte. Puis donc vous mettez de la petite étiquette contexte A. Ce cas-là, c'est contexte B, ce cas-là, c'est contexte C. Puis vous avez vos 3 étiquettes, contexte A, contexte B, contexte C. Et vous allez étiqueter à la mitaine des centaines de milliers de cas de jurisprudence. Bon. Ensuite, vous allez choisir cet étiquetage. Vous allez essayer de l'utiliser pour prédire le nouveau cas de jurisprudence qui arrive. Est-ce qu'il appartient à la catégorie A, B ou C? C'est à peu près ça qu'on fait en apprentissage supervisé. Ce qu'on appelle l'ensemble d'apprentissage ou l'ensemble d'entraînement, c'est ce que vous avez étiqueté à la mitaine. Puis ce qu'on appelle l'ensemble de tests, ça va être les nouveaux cas qui vont arriver sur lesquels vous allez devoir demander à votre système de faire une prédiction. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Je sais que c'est peut-être pas commun, on parlait tout à l'heure avec Vincent, mais s'il y a des zones d'ombre, interrompez-moi, puis j'essaierai de vous répondre. Quand on a dit ça, on a l'impression qu'on a tout dit, mais je pense que c'est important d'aller voir comment ça marche à l'intérieur, parce que je vais vous donner un exemple qui va être très simple, mais qui sera facile à généraliser. On va essayer de prédire la pointure de la prochaine personne qui va rentrer. Pas compliqué. Donc notre ensemble d'apprentissage, c'est notre groupe. Donc on est tous ici. Je vais tous vous demander des choses pour pouvoir prédire la pointure de la prochaine personne qui va rentrer. Puis notre ensemble de tests, justement, comme vous l'avez compris sur mon exemple de jurisprudence, ça va être les gens qui vont rentrer au fur et à mesure en espérant qu'ils n'entrent pas tant qu'on n'est pas prêt, parce que sinon on ne pourra rien prédire. Il nous faut des caractéristiques pour faire ça. Donc on va choisir simple, notre taille, notre poids. Donc à chacun d'entre vous, on demande la taille, le poids et la pointure. La pointure, ça sera l'étiquette, puis la taille, le poids, ça sera les caractéristiques que je vais utiliser pour prédire votre pointure. Donc notre hypothèse, c'est quoi? Hypothèse très simple. On va imaginer qu'on peut trouver des coefficients, alpha, bêta, tels que si je multiplie votre taille par alpha, puis que j'ajoute bêta votre poids, je trouve votre pointure. Vous allez me dire, ouais, c'est un exemple super simple et tout. Si on comprend bien ça, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un réseau profond, renforcement, avec etc. On a compris l'essentiel de ce qui se passe. Puis après, on peut aller plus loin si on veut. Alors, on y va. Donc, on va commencer avec Alain, mais j'aurais mieux fait de commencer avec Vincent. Je n'ai pas pensé qu'il serait à côté de moi, sinon c'est ce que j'aurais mis. Donc, je demande la taille d'Alain, le poids d'Alain. Et puis, je calcule alpha, sa taille, bêta, son poids, et je trouve sa pointure. Alors là, si on regarde bien les choses, les rouges, là, c'est mes erreurs. Mais à ma première instance, je n'ai pas d'erreur, puisque j'ai plein de choix. Je peux faire varier mes coefficients alpha-bêta, là, c'est facile d'en trouver plein qui vont me dire je multiplie sa taille par x, puis, enfin par alpha, puis son poids par bêta, puis je trouve sa pointure. Tout va bien, je ne fais pas d'erreur. Puis là, je demande les mêmes choses à Paul. Donc on est à la ligne numéro 2. Sauf qu'à la ligne numéro 2, je veux faire la même chose avec sa taille et son poids, avec les mêmes coefficients. Puisque c'est eux que j'essaye d'apprendre, dont je vais me servir tout à l'heure pour les prochains qui vont arriver. Et là, il est probable, il est presque à peu près certain même, que si je prends exactement les mêmes coefficients que pour Vincent, je ne vais pas trouver exactement la pointure de Paul. Donc, il va falloir que je choisisse quelque chose qui va me permettre d'être le plus exact possible. Donc, de minimiser l'erreur que je vais faire pour Vincent, puis l'erreur que je vais faire pour Paul. Puis là, je vais continuer, vous voyez que j'ai encore une liste de gens, puis je vais continuer avec tout le monde. Mon objectif ultime, évidemment, c'est de minimiser toutes les erreurs que je fais pour que, si on nous redonnait les chaussures de ces pointures-là, on soit tous à peu près à l'aise. Oui, certains d'entre nous, ça serait un peu large, puis d'autres, on serait un peu serré, mais au moins, on pourrait tous mettre nos pieds dans les chaussures qu'on nous donnerait. Quand j'ai fini avec mon ensemble d'apprentissage, j'espère avoir obtenu les meilleurs coefficients alpha et bêta pour nous tous. Donc je suis contente, c'est bon, on est prêt, on peut ouvrir à la prochaine personne. Alors on y va. Donc du monde arrive, on leur demande leur taille et leur poids, clac, on prédit leur pointure. Et ça c'est cool, parce qu'ils sont tous super impressionnés, waouh, l'intelligence artificielle, c'est super puissant. Et puis, quelqu'un n'avait pas pu déposer son fils à la crèche, ou sa fille. Et là on a un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que la personne arrive, ça marche bien, on lui trouve ses chaussures. Sauf que le petit gars ou la petite fille qui est là,
ça va tout de suite beaucoup moins bien. Alors vous allez me dire pourquoi? Peut-être que ça marcherait super bien et que oui, on aurait des petites chaussures comme ça avec notre modèle d'apprentissage. C'est possible. Mais rien ne nous le garantit. Pourquoi rien ne nous le garantit? Parce que si vous nous regardez tout cela, on n'a pas d'enfants de 12 ans dans notre ensemble d'apprentissage. Donc si le lien entre la taille, le poids et la taille des pieds des enfants de 12 ans, il n'est pas strictement identique à celui pour les adultes, c'est perdu. On va lui donner des chaussures comme ça ou alors des chaussures comme ça. Si vous avez compris ça, vous n'avez plus besoin de vous poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un réseau profond ou qu'est-ce que c'est qu'une forêt aléatoire. Parce que l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire le moins d'erreurs possible en trouvant un modèle mathématique à qui on va donner des caractéristiques, ici notre taille et notre poids. Notre modèle mathématique, c'est l'apprentissage de alpha et bêta. On peut en avoir 100 000 des coefficients si on a 100 000 caractéristiques. Mais on va les apprendre de cette façon-là. Alors ça pose problème, évidemment, parce que là, je vous ai dit, oui, on ne va peut-être pas pouvoir généraliser aux enfants de 12 ans. Ok, mais ce n'est pas le seul problème. On ne va pas pouvoir généraliser aux enfants de 12 ans, probablement, si notre ensemble d'apprentissage n'en contient pas. On ne va pas pouvoir généraliser aux gens très 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 grands, on ne va pas pouvoir généraliser aux gens très 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 petits, etc., etc. Deuxième problème, les caractéristiques. J'ai choisi, deux caractéristiques, la taille et le poids. Premièrement, est-ce qu'elles sont pertinentes? On a des méthodes mathématiques pour essayer de trouver les caractéristiques les plus pertinentes selon un certain contexte. Mais on n'a pas de méthode pour savoir si elles vont être suffisantes. L'idée pour nous, c'est de prendre des caractéristiques les plus indépendantes au sens statistique possible. Parce que si les caractéristiques sont liées, elles sont un peu redondantes. Si vous savez l'âge de la personne et son année de naissance, quelque part, ça ne vous sert pas à grand-chose de savoir les deux. Une seule de ces informations suffit. Donc, quelles caractéristiques on va choisir? Et là encore, vous voyez qu'on a une décision humaine. Quels algorithmes? Là, j'ai mis une petite balance. Vous avez la possibilité de répondre par oui ou par non à une question posée. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des algorithmes qui vont vous donner une probabilité de réponse. Quelle est la probabilité pour que une jeune femme entre 24 et 35 ans que je vais embaucher ou que j'envisage d'embaucher ait des enfants pendant la période des 2 années qui viennent? Est-ce que je l'embauche? Est-ce que je ne l'embauche pas? Ça, c'est un oui-non. Mais quelle est la probabilité pour que ça se produise? Oui, statistiquement, si j'apprends sur un ensemble d'apprentissage qui va bien, peut-être je vais dire la probabilité est un peu élevée, peut-être que je ne devrais pas l'embaucher. Je vous provoque exprès, mais je pense que c'est des questions importantes. Et puis, quels usages? Qu'est-ce que je vais faire avec mes algos? Je vais avoir un algo de prédiction de la pointure. Est-ce que je vais m'en servir pour prédire le développement des arbres en ville? Oui, après tout... je ne dis pas que je vais prendre les mêmes caractéristiques, mais est-ce que le même type de modèle mathématique peut s'adapter à d'autres problématiques? Pas sûr. Encore une fois, l'usage que je vais en faire, c'est moi qui vais le décider, ou mon entreprise, ou mon laboratoire de recherche. Donc, je pense que c'est ma dernière page, je vous parlerai de l'EGaLi après. Ce que j'avais envie de faire passer comme message auprès de vous, c'est que ces choses sont simples. Que ce n'est pas des choses compliquées en dehors du modèle mathématique. Moi, je fréquente des juristes dans mon travail, je ne prétends pas avoir de connaissances sur le droit constitutionnel ou sur la propriété intellectuelle. Mais ce qui m'importe, c'est de comprendre leurs problématiques. Et je pense que tout le monde, parmi nous, est capable de comprendre la problématique qu'on a, et pas nécessairement... il n'est pas nécessaire pour ça d'aller dans la complexité des modèles mathématiques. Et surtout, il n'est pas nécessaire de s'imaginer que parce que c'est compliqué, on n'est pas capable de comprendre. Parce que si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. En tout cas, à mon avis, à votre niveau. Et surtout, vous êtes capable d'être maintenant allumé sur qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment on a des humains, moi je dis partout, et puis qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire s'imaginer que ces choses-là sont indépendantes, sont des entités qui vont prendre des décisions toutes seules. Mais non, oui, elles vont peut-être prendre une décision toutes seules, mais qui aura été préparée, conditionnée par tout un travail humain. Choix des données d'entrée, choix des données de sortie, choix du modèle, est-ce qu'on veut du probabiliste, est-ce qu'on veut du oui-non, du binaire, etc. Tout ça, c'est des humains qui le font. Donc encore une fois, il faut se réapproprier cet outil comme un outil. C'est pas une espèce de magie qui nous dépasse, là. On n'est pas dans la singularité, moi je suis très terre à terre. Alors je finis, j'ai dépassé, non? Ça va?
C'est correct? Je finis avec le projet Legalia. Donc c'est un projet qui a vu le jour il y a plusieurs mois maintenant, donc, qui est né de la rencontre entre un juriste, donc Hugo Cyr, comme disait Vincent, un juriste, un informaticien spécialisé dans le domaine de la vie privée et de la sécurité, et moi, donc en IA. Et on s'est dit que ça serait sympa de créer un système qui aide à accéder à la justice, ou qui aide les avocats à accéder à certaines données de leur corpus, ou éventuellement qui aide plutôt le côté des juges à avoir une idée sur les biais qui sont dans la jurisprudence, etc. Encore une fois, c'est un système d'aide, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne prétend que le système puisse avoir un avis sur des choses. C'est un système qu'on est en train de développer. On peut penser ça un peu comme un moteur de recherche, qui effectivement va permettre d'accéder plus rapidement à de l'information, sous contrôle toujours des utilisateurs, c'est-à-dire qui va fouiller de l'information, qui va peut-être dire à des juges hey, mais en examinant la jurisprudence, enfin les décisions que vous avez prises, là, on s'aperçoit que vous avez tendance, ou que dans tel comté et dans telle juridiction, les décisions ont tendance à aller plutôt dans cette direction ou plutôt dans telle autre. Et non pas à dire vous prenez tel type de décision ou vous devriez prendre tel type de décision. Juste mettre les faits en avant. Donc voilà, c'est sur ça qu'on travaille. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ça sera avec plaisir. Puis j'ai fini. Je vous remercie.